bonsoir chers amis, bonjour, ça dépend de l'heure que vous nous suivez. Et donc merci pour votre présence pour cet exposé, cette conférence scientifique virtuelle que nous allons présenter sur l'hémophilie en RDC, du diagnostic à la prise en charge. Et donc moi je suis Dr Getz Kundabi, je suis médecin pédiatre, donc spécialiste en pédiatrie. Mon domaine de recherche c'est l'hémato-oncologie pédiatrique, donc je suis pédiatre au clinique universitaire de Kinshasa où je travaille dans les services d'hémato-oncologie. Et donc je suis un des artisans, je dirais pratiquement le point focal de la prise en charge de l'hémophilie en République démocratique du Congo. Donc notre présentation va suivre le plan que voici. Et donc en guise de définition, nous disons que l'hémophilie c'est une maladie héréditaire constitutionnelle, donc liée à un déficit en facteur de coagulation, déficit en facteur 8 pour l'hémophilie A, déficit en facteur 9 pour l'hémophilie B. La maladie elle est héréditaire, la maladie elle est liée à une transmission liée au sexe, et donc les gènes de la maladie est porté par les chromosomes X, et donc de ce fait, c'est essentiellement les hommes qui vont faire la maladie, qui vont être asymptomatiques. Les femmes sont des conductrices ou des porteuses saines. Mais il y a quelques exceptions où une femme peut faire la maladie, ce sont des cas très rares, où une femme peut être hémophile, mais ce sont des situations qui sont assez rares. Peut-être dans le contenu, on va en parler. Mais l'hémophilie, c'est d'abord une maladie des garçons. Et donc, un peu d'historique, la maladie est connue, bien déjà vers l'Antiquité. Déjà au IIe siècle, on y avait pensé déjà, notamment dans les écrits des Talmuds. Il disait déjà que si deux frères succombaient au décours de la circoncision, il était donc interdit de circonscrire les autres garçons. Donc on suspectait déjà à cette époque-là que la maladie était une maladie des garçons, c'était une maladie de troubles de coagulation où les garçons saignaient un peu plus longtemps. Mais c'est finalement en 1828 à Zurich, à l'université de Zurich, qu'un médecin, M. Hoff, qui a décrit pour la première fois la maladie, qui a utilisé le terme hémophilie, pour dire hémo, sang, filier, attiré, qui est attiré par le sang. Et donc c'est finalement vers le 20e siècle qu'on avait décrit la maladie avec les différents déficits en facteur 8 et 9, mais également le déficit en facteur 8 qui avait comme traitement sédatif et les déficits en facteur 9 avaient également un traitement sédatif. Donc c'est vraiment vers le 20e siècle qu'il y a eu une vraie révolution sur la maladie et on a découvert maintenant les traitements sédatifs qui permettait aux hémophiles de mener une vie plus ou moins normale avec une espérance de vie qui chapeaute la prise en charge de l'hémophilie sur le plan mondial. Et puis vous avez plusieurs organismes internationaux. Et donc là, nous avons les pays qui sont membres de la FAT, il y en a 17, dont la RDC fait partie également de la FAT, qui est cette organisation régionale qu'on appelle l'Alliance franco-africaine pour le traitement de l'hémophilie, qui vient en appui aux pays francophones sur le plan de la diagnostic et de la prise en charge de l'hémophilie. Voilà, que dire de la pathogénie? C'est une maladie, il y a une mutation génétique, comme on a dit. Il y a deux mutations génétiques. Il y a la mutation du gène F8, SQ28, qui est responsable de l'hémophilie A, et les gènes F9, SQ27, qui est responsable de l'hémophilie B. Donc cette mutation génétique va entraîner une baisse de la synthèse en facteurs de coagulation des facteurs 8 et 9. Mais notez quand même dans 30% des cas, on peut avoir une mutation génétique de nouveau qui survient pour la première fois dans des familles sans antécédent hémorragique. Quelques rappels sur l'hémostase, parce que c'est une coagulopathie. Il y a trois phases de l'hémostase, comme on le sait. L'hémostase primaire aboutit à la formation du thrombus blanc qu'on appelle le couple plaquettaire. L'hémostase secondaire, c'est la coagulation dont on a parlé, où intervient un certain nombre de facteurs de coagulation qui sont synthétisés essentiellement par le foie, qui vont entraîner la formation du thrombus rouge. Les thrombus rouges qu'on appelle également le thrombus fibrinoplaquettaire, qui va venir assurer un arrêt total du saignement et donc mettre la fin à la coagulation à proprement parler. Ensuite, la fibrinolyse intervient pour détruire cette fibrine-là qui reste dans l'articulation parce que cette fibrine-là augmente les risques des thromboemboliques. Donc, une fois que le thrombus joue son rôle, il doit être détruit. Cette phase-là de l'hémostase qu'on appelle, dans cette dia, on voit un schéma où on décrit les différentes étapes qui interviennent à la formation du thrombus rouge de la coagulation. Et donc, le pacemaker de la coagulation s'appelle le facteur tecillaire. Donc, le facteur tecillaire qui va s'unir avec le facteur activé qu'on appelle la convertine, qui va à son tour
activer plusieurs facteurs et aboutir in fine à l'activation de la thrombine. Cette thrombine qui va finalement transformer le fibrinogène en une fibrine monomère d'abord, ensuite en fibrine polymère insoluble, qu'on appelle les thrombines rouges, qui va assurer une coagulation parfaite ou l'hémostase parfaite. Et donc, ces thrombines, une fois formées, c'est lui qui va arrêter définitivement les saignements. Et donc, dans l'hémophilie, les patients ont un déficit en facteurs 8 et 9, et donc ces facteurs-là interviennent dans la cascade des réactions qui aboutit à la formation de la thrombine. Et donc, lorsqu'un patient manque ces facteurs-là, 8 et 9, il va faire un syndrome hémorragique qu'on appelle l'hémophilie. Il existe également d'autres déficits en facteurs, mais les plus fréquents quand même, c'est l'hémophilie qui reste la coagulopathie quand même la plus fréquente. Voilà, sur le plan épidémiologique, donc il y a l'hémophilie A qui est plus fréquente dans environ 85% des cas. Donc ça concerne une naissance sur 5000 garçons. Et l'hémophilie B dans 15% des cas qui concerne un patient sur 30 000 naissances mâles. Donc c'est une maladie qui est cosmopolite. Cette épidémiologie, elle est la même partout au monde. Alors, on va passer. Pour l'instant, on a 3 pôles de prise en charge de l'hémophilie pour les pays. Donc 3 pôles de prise en charge. Il y a Kinshasa, il y a Kasaï et Djoko qui constituent en fait les 3 pôles de traitement de l'hémophilie en RDC. Voilà, sur le plan clinique, d'entrée de jeu, il faut retenir qu'il y a 3 formes cliniques de l'hémophilie. Il y a 3 formes de l'hémophilie. Il y a l'hémophilie majeure, qu'on appelle l'hémophilie sévère. C'est lorsque les patients ont un taux de facteurs inférieur à 1%. La forme est modérée, c'est lorsque le taux de facteurs varie entre 1 et 5%. Et la forme mineure ou frustre, c'est lorsqu'on a un taux de facteurs qui varie entre 5 et 40%. Avec généralement des proportions qui semblent être similaires. Mais l'hémophilie A, elle est généralement prédominante. Il y a à peu près 85% des patients sur l'hémophilie A. Ça représente en fait un hémophile pour 5000 naissances mâles de la RDC, notre beau pays. Voilà. Et donc, comme j'ai rappelé tantôt en introduction, c'est en 2018 que la RDC a finalement ratifié la FAT, l'Alliance franco-africaine de traitement de l'hémophilie. Cet organisme régional qui vient en appui aux pays francophones dans le diagnostic et la prise en charge de l'hémophilie. Donc, à partir de là, est créé l'ACDH, l'Association Congo-Démocratique d'Hémophilie, qui est en fait une ACDL qui vient en appui, qui comprend en fait les hémophiles, les parents d'hémophiles, les médecins, les paramédicaux, mais également certains partenaires qui viennent en appui. Donc à ce jour, au total, pour la RDC, nous avons un total de 58 patients, dont 36 enfants et 22 adultes. Il y a 45 hémophiles A et 13 hémophiles B. Mais la maladie reste sous-diagnostiquée, comme on l'a dit, parce que le nombre total de patients attendus est autour de 10 000. Bon, si on considère qu'il y a un hémophile sur 5 000 garçons, et donc pour 100 millions d'habitants qui comptent environ la RDC, on devait avoir théoriquement 10 000 patients hémophiles. Donc vous comprenez que la maladie reste sous-diagnostiquée et il y a un vrai gap de plus de 9 000 patients hémophiles qui sont dans le pays, qui sont en train de mourir probablement, et d'autres sont en train de détruire leurs articulations. Comme on va le voir, l'hémophilie, c'est une maladie liée aux articulations qui va détruire les articulations progressivement et les patients vont devenir par la suite invalidants. Donc, il y a un vrai gap, il y a un vrai nombre de malades qui existent, qui sont hémophiles, qui ne sont pas diagnostiqués, qui ne sont pas pris en charge et qui sont en train de mourir et qui sont en train de détruire leurs articulations. Donc, d'où l'intérêt également de faire ce genre de conférences pour sensibiliser également la population, le personnel soignant qui interviennent à différents niveaux concernant cette maladie qui existe mais qui reste sous-diagnostiquée et ignorée pour pas beaucoup de gens en tout cas. Le plan clinique, de façon plus appropriée, généralement le premier syndrome hémorragique survient lors de la circoncision. Ce sont des enfants qui vont saigner, des garçons qui vont saigner pendant longtemps au décours d'une circoncision. Je rappelle que dans l'hémophilie, généralement on ne saigne pas beaucoup, mais on saigne pendant longtemps. C'est un saignement qui traîne. Voilà, et c'est généralement lors de la circoncision que les patients vont saigner. Un enfant, on n'a pas pris des précautions, on n'a pas fait un bilan d'hémostase, on fait la circoncision, on se rend compte que les saignements ne s'arrêtent pas jusqu'à être transfusés. Et beaucoup d'enfants meurent également au cours de la circoncision. Et donc, généralement, les premiers syndromes hémorragiques chez les garçons commencent au décours de la circoncision. Ensuite, les symptômes sont dominés par les hémarthroses. Les hémarthroses constituent quand même le maître symptôme de l'hémophilie. Ces hémarthroses-là représentent environ
Trois quarts des patients hémophiles vont présenter des hémarthroses. Ces hémarthroses généralement débutent chez les petits nourrissons, à l'âge de la marche, c'est entre 8 et 10 mois. C'est l'âge où l'enfant trébuche souvent et il va se gonfler, il y aura des significations. Au niveau des différentes articulations, principalement sur le coude, les genoux et les chevilles, qui sont les articulations le plus concernées. Attention, à ce stade, la maladie peut être facilement confondue à la drépanocytose avec ce qu'on appelle le hand-foot syndrome, le syndrome des mains et pieds, qui peut vous donner également des significations douloureuses au niveau des articulations. Ensuite, les hémarthroses vont progresser chez les grands enfants, même chez les adultes, et progressivement, comme ces hémarthroses ont un caractère récidivant, ils vont détruire progressivement l'articulation de l'enfant et on aura ce qu'on appelle l'arthropathie hémophilique, qui fait de l'hémophilie cette maladie invalidante, parce que l'arthropathie hémophilique, vous avez une synovite chronique qui fait que l'articulation est totalement détruite. Et généralement, à ce stade-là, il faut recourir à la chirurgie. Donc c'est très compliqué. L'arthropathie hémophilique, la prise en charge, elle est très compliquée. Voilà, ça, ce sont les différents sites de saignement. Comme on a dit, généralement, c'est les épaules, voilà, on a le coude, les chevilles, les genoux. Ce sont les différentes zones où on a surtout des hémarthroses. Voilà, ça c'est un enfant qui a une grosse hémarthrose du genou. Vous voyez, comme le genou il est très enflé, il est luisant, il est très très douloureux à ce stade-là. Et généralement, à ce stade, on va voir dans la prise en charge, il faut quand même donner le facteur, il faut un repos, il faut des antalgiques, on va le voir plus tard. Donc, après les hémarthroses, les autres symptômes, c'est les hématomes, qui surviennent dans environ 15% des cas. Ce sont des hématomes qui vont survenir au moindre traumatisme. Ils peuvent être minimes, mais malheureusement, les hématomes peuvent être également graves en fonction de leur localisation et même dangereuses, surtout lorsque vous avez des hémorragies intracrâniennes, qui sont généralement rares, mais qui ont une gravité assez importante parce que les hémorragies intracrâniennes sont corrélées avec une mortalité qui est très élevée. Là, ce sont les différents sites des hématomes qu'on peut avoir avec différentes localisations. Là également, vous voyez qu'en fonction de la localisation des hématomes, on peut avoir des complications, compression nerveuse, compression vasculaire, ainsi de suite. Voilà les différentes localisations. On peut même avoir un syndrome de Volkmann au niveau de l'avant-bras. On peut avoir des compressions du plépopité. Et malheureusement, ce sont les hématomes intracérébrales qui sont corrélés à une mortalité assez élevée. Donc, hématome intracérébral, attention, risque vital. C'est généralement les hématomes soit sous-virales, extravirales ou même intracérébrales. Donc, il faut y penser. Lorsque vous avez un patient hémophile qui a un traumatisme, surtout les traumatismes de la tête, et qui présente des vomissements engés, il vient avec des fortes céphalées, il faut suspecter tout de suite une hémorragie intracrânienne. Les autres manifestations, ce sont généralement les hémorragies cutanéo-muqueuses. On peut avoir des épistaxis, des gingivorragies. On peut avoir des hémorragies digestives sous forme de méléna, sous forme des hématémèses ou même des rectorragies. Malheureusement, si ça tombe sur un patient qui n'est pas connu, on peut avoir des saignements péropératoires assez dramatiques. Dans les formes modérées, les tableaux cliniques peuvent être assez frustrants, mais les risques hémorragiques existent généralement après une intervention ou après une chirurgie. Les circonstances diagnostiques sont assez diverses. Généralement, soit c'est une hémophilie familiale, c'est-à-dire que vous avez une histoire d'hémorragie dans la famille, donc le diagnostic anténatal est possible. Très souvent, quand on a une hémophilie dans la famille, on profite également pour faire un dépistage des autres membres de la famille, surtout des garçons. Et donc ça nous aide un peu pour avancer dans les diagnostics. Ensuite, l'hémophilie, les diagnostics peuvent être sporadiques, généralement après un saignement hémorragique. Après un saignement aigu, on peut suspecter une hémophilie, surtout on insiste, devant un saignement prolongé après une circoncision, il faut penser à une hémophilie. Les autres circonstances diagnostiques, c'est généralement au décours d'une complication, d'une hémarthrose, d'un hématome, ou très rarement, dans les cadres d'un bilan préopératoire pour une chirurgie, on peut faire un bilan d'hémostase, on tombe sur un temps de coagulation allongé, sur un TCA allongé, et quand on exploite, on tombe finalement sur les diagnostics de l'hémophilie. Voilà, les diagnostics à proprement parler, on a des types de tests. On a des tests globaux qui sont en fait des tests non spécifiques, et puis on a des tests spécifiques, donc ça vous aide à faire de coagulation. Les tests globaux, c'est d'abord l'hémogramme, parce que quand vous avez un malade qui a un syndrome hémorragique, il
faut regarder le taux de plaquettes. Donc dans l'hémophilie, les plaquettes sont normaux parce que le problème n'est pas lié à l'hémostase primaire, c'est un problème qui est lié à l'hémostase secondaire. Le temps de saignement aussi sera normal. Le temps de coagulation sera allongé, mais attention, c'est généralement dans l'hémophilie sévère que vous avez un temps de coagulation allongé. Quand vous avez une hémophilie mineure ou frustre du foie, un temps de coagulation peut être également normal. Mais le vrai test de screening, c'est lorsqu'on a un allongement du TCA, des temps de céphalée avec activateur, mais avec un temps de quick qui reste normal. Donc quand vous avez un TCA allongé, avec un temps de quick qui est normal, c'est une forte suspicion parce que le TCA permet d'explorer les facteurs qui interviennent dans la voie intrinsèque, c'est les facteurs 8, 9, 10 et puis le 11. Les temps de quick, lui, explore plutôt le facteur qui intervient, le facteur vitamine K dépendant, les fameux facteurs vitamine K dépendant, les fameux PBBS. Donc, devant un TCA allongé et un temps de quick normal, généralement dans plus de 80% des cas, il s'agit d'une hémophilie et là, c'est une forte suspicion. Et devant ces cas, maintenant, on va aller à des tests spécifiques. C'est notamment le dosage des facteurs de coagulation, les facteurs 8 et 9 qui seront diminués. Donc, quand vous avez une diminution du facteur 8, on parle de l'hémophilie A, diminution des facteurs 9, on parle de l'hémophilie B. Mais attention, on va revenir à la diagnostic différentiel. La diminution du facteur 8 peut être également liée à une autre maladie qu'on appelle la maladie de von Willebrand. Ça, on verra ça après. Mais après, on peut faire également la génétique pour confirmer. Mais déjà, avec le test spécifique de la coagulation, on peut déjà poser les diagnostics d'hémophilie chez un patient. Donc, les diagnostics différentiels, il faut les faire premièrement avec la maladie de von Willebrand. La maladie de von Willebrand, en fait, c'est une maladie génétique, héréditaire également, à transmission autosomique dominante, où vous avez un déficit congénital en une protéine qu'on appelle le facteur de von Willebrand. Cette protéine intervient dans l'hémostase primaire, parce que c'est le facteur de von Willebrand qui permet en fait l'adhésion de plaquettes sur la paroi endothéliale. Donc cette protéine assure le rôle de colle biologique, de ciment biologique, pour permettre l'adhésion des plaquettes sur la paroi endothéliale. Donc quand il n'y a pas de protéine de von Willebrand, et donc le malade va saigner. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas formation du clou plaquettaire, donc il y aura un problème de l'hémostase primaire. Mais malheureusement, la protéine de von Willebrand intervient également dans l'hémostase secondaire parce que c'est lui qui est le transporteur en fait. C'est lui qui va transporter les facteurs 8 parce que le facteur 8, je rappelle que c'est un facteur qui est thermolabile, donc il se détruit facilement par des protéases au niveau de l'articulation, au niveau de la circulation. Et donc, il forme un complexe. Donc, pour circuler la circulation, le facteur 8 forme un complexe avec la protéine de von Willebrand, ce qui évite sa dégradation rapide jusqu'au niveau des ocytes effecteurs. Donc, un malade qui a maladie de von Willebrand, il a un problème de l'hémostase primaire, mais en même temps un problème de l'hémostase secondaire. Donc, c'est vraiment un diagnostic différentiel à faire avec l'hémophilie. Mais il faut noter qu'avant le passage que la maladie de von Willebrand, le temps de saignement sera quand même allongé. Vitaminose K, oui, parce qu'effectivement, la vitaminose K va vous donner un déficit en facteur PBS. C'est la prothrombine, la proconvertine, le facteur anti-hémophilique B et les facteurs de Swartz. Mais là, on aura plus un temps de quick qui sera perturbé, alors que le temps de saignement est généralement normal. L'insuffisance hépatocellulaire donne le même tableau. La CIVD, là, c'est un tableau plus dramatique parce que la CIVD, quand même, c'est la seule pathologie où vous avez une atteinte des 3 phases de l'hémostase, primaire, secondaire et la fibrinolyse. Et donc, dans la CIVD, vous avez quand même un syndrome hémorragique assez prononcé, avec assez dramatique, plus prononcé que l'hémophilie. Et les bilans paracliniques peuvent faire également les diagnostics différentiels. Parce que la CIVD, vous aurez un PDF qui est généralement élevé, le produit de la fibrine. Voilà, qu'est dire de la prise en charge de cette pathologie? Il faut noter que la prise en charge de l'hémophilie est multidisciplinaire parce que ça met en jeu les hématologues. Les rhumatologues, parce qu'effectivement, le problème est aussi articulaire, les chirurgiens. Infectiologues, un peu moins les psychologues, parce que c'est une maladie chronique. Dans toutes les pathologies chroniques, il faut toujours un apport psychologique. Voilà. Les traitements comprennent plusieurs volets. Vous avez la prévention. On a parlé du diagnostic anténatal. Et donc, là où les diagnostics peuvent se faire, durant que l'enfant est encore fœtus, on peut le faire, c'est généralement au premier trimestre. L'intérêt, c'est quoi? Lorsqu'on pose le diagnostic à ce stade-là, on a la possibilité de faire un avortement thérapeutique là où l'avortement est autorisé. Mais après, c'est compliqué dans les pays où l'avortement n'est pas autorisé, ça n'a pas d'intérêt. Mais là où l'avortement thérapeutique est autorisé, si on pose le diagnostic au premier trimestre de la grossesse, si l'enfant que les parents attendent, c'est un hémophile, ils ont le choix d'arrêter cette grossesse-là.
Ensuite, c'est un enfant qui est connu hémophile. Comme c'est un enfant qui est sujet à des saignements, et donc il doit éviter le sport de contact, il doit éviter certains métiers à risque. C'est un enfant qui ne va pas faire le boxe, il ne sera pas footballeur, voilà, il ne va pas faire certains métiers à risque, il ne sera pas mécanicien, il ne sera pas plombier. Tout métier qui l'expose à un risque de saignement, il ne peut pas le faire. Voilà, les traitements locaux, on va le voir en fonction du syndrome hémorragique et de la nature des saignements. Voilà, on va passer en revue quelques situations des saignements avec une prise en charge appropriée dans chaque cas. Devant une ecchymose c'est juste de larges plages de saignements sous-cutanés. Généralement, les ecchymoses sont beaucoup plus spectaculaires, mais ils sont généralement sans gravité. Généralement, aucun geste n'est à faire devant les ecchymoses. Soit on peut juste mettre un peu de froid, parce que le froid apporte la vasoconstriction. Pas besoin de faire un traitement sédatif. Voilà, les ecchymoses, comme je l'ai dit, ils sont généralement larges, ils sont généralement impressionnants, mais sans gravité fonctionnelle ni vitale. Voilà, les hématomes, ils sont des saignements au niveau du tissu mou, généralement c'est au niveau des muscles. Les hématomes, on l'a dit, peuvent être très dangereux par leur localisation. Ce qu'on fait, on peut faire des compressions. On associe généralement la glace, parce que la glace apporte la vasoconstriction, comme on l'a dit. La chirurgie intervient exceptionnellement. Et généralement, on a besoin de traitements sédatifs devant les hématomes, mais il faut tenir compte toujours des risques, surtout quand vous avez un hématome intracérébral, attention, le pronostic vital est mis en jeu, et dans ces cas-là, il faut faire un traitement sédatif par des facteurs anti-hémophiliques. Les hématroses, on avait dit, c'est les maîtres symptômes. Généralement, c'est la stratégie RICE devant les hématroses. R, bordure, repos. Donc, devant les hématroses, il faut laisser les malades au repos. I comme IS, c'est la glace, donc il faut utiliser la glace. Il faut immobiliser cette articulation, donc faire une contation, et puis laisser le membre se élever. Donc, c'est la fameuse stratégie RICE. Et donc, mettre le malade au repos, mettre la glace, immobiliser l'articulation, et puis faire intervenir la kiné, généralement à moyen terme. Et il faut toujours donner les médicaments anti-hémophiliques, donc faire un traitement sédatif, toujours, parce que les hématroses, on l'a dit, elles sont récidivantes, et les hématroses comportent un risque important parce qu'avec le temps, ça va détruire les articulations et l'enfant va développer une atropathie hémophilique chronique. Et donc il y a d'autres mesures complémentaires, bien entendu. Il faut donner des antalgiques parce que les hématroses sont très douloureuses en fonction de la sévérité de la douleur. Lorsqu'elles sont récidivantes, il faut quand même un IRM si on a le moyen ou une échographie à minima pour essayer un peu de faire une évaluation lésionnelle. Et la chirurgie peut intervenir par synoviontaire, soit radioactif ou chimique, mais ce sont des traitements qui restent très compliqués. Même une synovectomie chirurgicale peut être utilisée, mais ce sont des traitements qui sont très compliqués, très coûteux. Donc il faut surtout éviter que les malades arrivent à ce stade-là. Et même également, devant les arthropathies sévères, généralement la prise en charge elle est plus complexe parce qu'elle fait appel à une expertise chirurgicale qu'on n'a pas toujours dans nos milieux. Devant les saignements extériorisés, ça dépend. Les épistaxis, il faut juste des gestes simples. On fait une compression, on se relève la tête. On peut donner des facteurs dans des situations un peu rares. La gingivorragie, généralement, on fait des bains de bouche avec l'acide tranexamique. Devant une hématurie, on évite de substituer parce qu'effectivement, il y a un risque de formation des caillots et donc l'obstruction de voies urinaires. Les hémorragies digestives, il faut toujours hospitaliser parce qu'on ne sait jamais la gravité. Parce que très vite, l'enfant, les malades peut entrer en choc hypovolémique, donc il faut toujours hospitaliser et faire un traitement sédatif par des facteurs. Et même également devant les rectorragies. Devant les hémorragies intracérébrales, toujours hospitaliser, même pour une simple suspicion d'une hémorragie intracrânienne, il faut hospitaliser les malades et faire un traitement sédatif par des facteurs anti-hémophiliques. Voilà. Les traitements de l'hémophilie, c'est essentiellement un traitement de remplacement parce qu'en fait, les malades manquent le facteur de coagulation. Et donc, il manque le facteur 8 pour faire un traitement sédatif avec le facteur anti-hémophilique. En fait, on a la chance que ces facteurs-là sont commercialisés sous forme de médicaments. Donc, on les donne en perfusion ou en embolie, en IV. Ils sont ici soit des plasmas, des dons de sang de plasma, soit ils sont fabriqués par génie génétique aujourd'hui. Et donc, on a des stratégies dans les traitements sédatifs,
soit on fait une prophylaxie, soit on fait un traitement à la demande. Voilà, la prophylaxie, c'est généralement, on donne 2 à 3 injections par semaine, généralement chez les enfants avant 3 ans. Cette prophylaxie permet de diminuer les risques de saignement chez l'enfant, mais également de protéger les articulations de l'enfant contre des hémarthroses à répétition qui sont sujettes à détruire des articulations. Donc cette prophylaxie, généralement on le fait pendant 3 à 6 mois. On donne des médicaments à l'enfant, généralement c'est 2 ou 3 injections la semaine. Ensuite on a un traitement curatif, donc c'est un traitement à la demande, c'est-à-dire on le donne en cas de lésion devant un syndrome hémorragique. Et donc ces tableaux ici, ça résume les différentes indications. Donc la posologie va dépendre de l'importance du saignement, voilà. Mais généralement pour l'hémophilie A, ça part de 15 à 60 unités internationales par kilo, parce que la demi-vie du facteur 8 est de 6 à 8 heures, donc on donne généralement 3 injections par jour. Pour les facteurs 9, la demi-vie est de 12 à 18 heures, donc au moins 10 injections par jour suffit pour combler un problème hémorragique. Et généralement, on donne des doses assez élevées, entre 25 et jusqu'à 100 unités internationales par kilo. Voilà, les plasmas frais congelés, on arrive à les utiliser parce qu'effectivement, le facteur de coagulation se trouve dans le plasma. Et donc, avant, lorsqu'on n'avait pas encore le facteur, c'est les traitements qu'on utilisait parce que dans les plasmas frais, vous avez les différents facteurs. Et donc, quand on donne le plasma frais, on apporte au patient les facteurs de coagulation qui manquent. Mais il faut dire que les traitements définitifs de l'hémophilie recourent à la thérapie génique, qui est encore au stade actuel, au stade expérimental, parce qu'il y a encore beaucoup de contraintes techniques et socio-économiques. Mais ça promet, en tout cas d'ici 5 ans, je pense qu'on va faire des thérapies géniques. C'est le traitement en fait qui est censé guérir entre guillemets les patients atteints de l'hémophilie. Les complications, on a parlé des complications orthopédiques, ce sont les arthropathies hémophiliques essentiellement. Les complications hématologiques, naturellement, c'est l'anémie par scoliation, parce que c'est une coagulopathie, les malades saignent. Mais également, on a une complication, c'est l'apparition de ce qu'on appelle des inhibiteurs. Les inhibiteurs, ce sont des anticorps que l'organisme produit des fois, dans certains cas, avec le temps, qui vont venir malheureusement combattre les facteurs qu'on va utiliser. Mais heureusement qu'on a d'autres moyens pour contourner ce problème des anticorps qu'on appelle des inhibiteurs. Les complications infectieuses sont devenues rares, voire même exceptionnelles, parce qu'aujourd'hui la technologie est avancée. Donc on se rassure effectivement aux médicaments qu'on donne aux patients. Voilà, que dire en guise des conclusions? L'hémophilie, c'est une maladie mortelle, elle est invalidante comme on a vu, par ses complications articulaires, mais malheureusement c'est une maladie qui demeure ignorée et sous-diagnostiquée dans les pays en voie de développement particulièrement, où l'espérance de vie des patients hémophiles reste encore assez bas. D'où la nécessité de continuer à assurer les sensibilisations pour améliorer d'abord la connaissance de la maladie et par là, améliorer la prise en charge. Voilà, il est toujours possible d'agir, même de façon limitée, pour préserver l'avenir de nos patients. J'ai dit et je vous remercie. Docteur Koundabi, bonjour. Bonjour. Docteur Koundabi, c'est avec un réel plaisir que nous avons l'honneur de vous recevoir au sein de notre plateforme Substance Grise, plus précisément dans le département des forums, où nous organisons des conférences virtuelles, mais aussi en présentiel. Aujourd'hui, il était question de parler de l'hémophilie dans sa globalité. Le docteur nous a parlé de l'hémophilie de manière générale, surtout du point de vue scientifique. Alors, il y a beaucoup de gens qui nous suivent, notamment les communs des mortels, la population, de manière générale, qui veulent savoir aussi ce que c'est l'hémophilie. Est-ce que, docteur Koundabi, pouvez-vous vous présenter et parler à des termes simples pour aider la population à comprendre cette maladie? Ok, merci pour la parole et merci pour l'opportunité qui m'avait offerte pour utiliser votre plateforme pour parler de cette maladie. Bon, l'hémophilie, c'est une maladie héréditaire. C'est une maladie héréditaire, c'est-à-dire qu'on est avec, l'enfant naît avec cette anomalie. Mais cette anomalie, l'enfant le contamine à partir de sa maman. La maman, elle porte la maladie. La maman porte les gènes de la maladie, mais la maman ne fait pas la maladie. C'est-à-dire la maman, elle est dite conductrice. Elle a les gènes de la maladie, mais elle transmet les gènes de la maladie à son fils, qui est généralement un garçon, et c'est le garçon qui va faire la maladie. Et les femmes ou les filles sont des conductrices. Et donc, la maladie, elle est génétique du fait que vous avez une mutation, un trouble au niveau de certains gènes.
les gènes qui produisent les facteurs de coagulation. Les facteurs de coagulation, ce sont des protéines que notre organisme produit, que le foie produit. Ces protéines-là interviennent dans la coagulation, c'est-à-dire lorsqu'un patient se blesse, lorsqu'il a une plaie, après un certain temps, les saignements s'arrêtent de façon spontanée parce que notre corps produit des protéines qui viennent maintenant faire une forme de briques pour combler ces problèmes de saignements. Mais dans l'hémophilie, suite à ces troubles génétiques, suite à cette mutation génétique, ces facteurs-là ne sont pas produits. C'est essentiellement le facteur 8 pour l'hémophilie A et le facteur 9 pour l'hémophilie B. Et donc, comme les patients manquent ce facteur-là, il y aura un problème de la coagulation. Et donc, lorsqu'il va saigner, il va saigner plus longtemps parce que les cailloux qui doivent se former pour arrêter les saignements ne se forment pas correctement. Et donc, le patient va saigner longtemps. Et les saignements-là vont commencer généralement un peu très tôt dans la vie. Merci beaucoup. Docteur Koundabi, l'hémophilie est une maladie des enfants ou bien des adultes? Voilà, c'est une maladie à la fois des enfants et des adultes. Mais comme c'est une maladie héréditaire, la maladie commence généralement chez l'enfant. Généralement, ce sont des tout petits, des petits garçons de quelques jours, même de quelques mois. Souvent, lorsqu'on fait la circoncision, comme on dit dans notre jargon, on circoncise l'enfant. Et l'enfant va beaucoup saigner après la circoncision. Et c'est à ces moments-là qu'on peut suspecter cette maladie. On peut déjà poser des diagnostics à ce stade-là. Mais malheureusement, chez certains patients, on pose les diagnostics un peu plus tard. Il devient déjà grand enfant, adolescent, parfois même adulte, qu'on pose les diagnostics. Donc la maladie concerne à la fois les enfants et les garçons. Et chez les enfants, généralement, c'est après circoncision que ces enfants vont beaucoup saigner. Merci beaucoup, docteur Koundabi. Pour les mamans qui nous suivent, pour les différents parents, comment peut-on reconnaître l'hémophilie? Bien que vous avez dit que lors de la circoncision, on peut voir l'hémorragie qui est tellement importante, mais de manière brève, cette maman-là qui nous suit, ces papas-là, comment ils peuvent reconnaître l'hémophilie? Voilà, l'hémophilie, c'est une maladie de la coagulation. La maladie est caractérisée par un saignement prolongé. Ce saignement prolongé peut survenir soit après une intervention chirurgicale, c'est-à-dire on opère un enfant, on fait une circoncision comme on a dit, il saigne pendant longtemps, soit après un traumatisme, l'enfant se cogne, il se bat à l'école, il devient bleu, il se gonfle au niveau des articulations qui gonflent, qu'on appelle des hématroses, et ce sont ces gonflements des articulations qui constituent le maître symptôme, qui sont des signes qu'on rencontre plus fréquemment. Donc, ce que tu as lingala, hémophilie, autobengi maladie oyo, c'est une maladie à saignement, c'est-à-dire ce qui moi na azoki pota, tout moi na bakati ngingani abenga bakata ngingana biso, moi na ona ko saigner, makile ko pata na nokité. Parce que pour makile katana, nous autres na biso a produire ba protéines ndesa raike et qui nous kokanga makila. Ce que moi na zana bokono wana azali ba protéines wana. Ce que azali ba protéines wana soki azoki pota makile ko rumela po ekangama. Et puis makila wana ebana kotonda na niveau articulation au moins na ba genou zovimba ba coude zovimba azosala bleu na niveau ba pouce benga ba hématome eza ba saignement wana to ba kati esu ki omoni mwana makile zomela ko katana to ba zui injection prélèvement de sang makile zomela. Et donc quand on a un cas de syndrome hémorragique comme ça, nous sommes là pour la prise en charge et à la fin on va donner peut-être notre contact. Ce qui va carrément aller, on peut même se déplacer pour que tout le monde soit diagnostic, d'abord confirmé, et puis le traitement PESALI et l'accès au traitement derrière, il est gratuit. Vraiment, merci beaucoup, docteur Koundabi. Vous voyez comment il est en train de parler à des termes très simples. J'espère que tout le monde a compris. Docteur Koundabi, l'avant-dernière question. Qu'en est-il de la prévention? Est-ce qu'il est-il possible d'éviter cette maladie? Bon, pour l'instant, c'est compliqué d'éviter la maladie parce que la maladie, elle est génétique. Pour éviter la maladie, il faut dépister les conductrices. Pour l'instant, on n'a pas le moyen génétique pour dépister les conductrices. Tout ce qu'on peut faire, c'est, lorsque les malades hémophiles, il faut éviter certains gestes à risque. C'est-à-dire, il faut éviter par exemple le sport de contact. Parce que tous ces sports-là de contact, il ne peut pas faire du saigner, il ne peut pas faire du boxe, il ne peut pas faire le karaté, il ne peut pas faire ce qu'on appelle les arts martiaux, où vous avez un contact physique important parce qu'il peut saigner. Il ne peut pas faire certains métiers lorsqu'il sera peut-être adulte, certains métiers à risque comme le mécanique, comme je dirais la plomberie ou des métiers où il peut se blesser facilement. Il faut éviter. Mais c'est surtout la prophylaxie, la prévention pour des familles où on a des cas d'hémophiles,
on peut profiter maintenant pour poser les diagnostics chez tous les garçons. Mais pour quelqu'un qui est déjà malade, il faut plus éviter des situations à risque d'un syndrome hémorragique. Merci beaucoup. Docteur Koundabi, tout au long de votre exposé, vous avez martelé beaucoup plus sur l'épidémiologie en disant que disons beaucoup plus les garçons, le sexe masculin qui est beaucoup plus touché. J'aimerais que vous puissiez dire un mot et enfin nous parler de la prise en charge de cette maladie. Merci. Voilà, donc merci. L'hémophilie est une maladie des garçons essentiellement. Les filles font la maladie, mais c'est rare, c'est très technique, on ne va pas en parler ici. Et donc, les garçons vont faire la maladie, ils vont saigner pendant longtemps. Dans l'hémophilie, on ne saigne pas beaucoup, mais on saigne longtemps. Et donc, toute situation de syndrome hémorragique, c'est vrai, ce n'est pas l'hémophilie, mais ça peut nous amener à suspecter l'hémophilie. Un enfant qui a saigné après la circoncision, un enfant qui a souvent des tuméfactions au niveau des articulations, les genoux sont gonflés, les chevilles sont à chaque fois gonflées. Des fois, la maladie est confondue un peu avec la drépanocytose. Mais ici, c'est un problème de saignement, un saignement prolongé après dans des situations précises, traumatisme, chirurgie, acte opératoire. Donc voilà un peu ce qui caractérise la maladie. Et donc la prise en charge, elle existe. La prise en charge aujourd'hui, elle est codifiée parce qu'on a des médicaments qui remplacent les facteurs qui manquent. La protéine que l'enfant manque, c'est aujourd'hui disponible par des firmes pharmaceutiques sous forme de médicaments. Donc il manque le facteur 8, on injecte le facteur 8. Il manque le facteur 9, on injecte le facteur 9, comme on donne des antibiotiques, en perfusion ou en bolus comme on dit. Donc les traitements existent, et ces traitements-là, il est accessible et les traitements-là, on les donne gratuits. Mais avant d'arriver là, il faut d'abord confirmer la maladie. La maladie existe, mais elle est souvent diagnostiquée, d'où cet appel des émissions qu'on fait comme ça pour sensibiliser les communs des mortels sur cette pathologie qui existe parce qu'on a environ 10 000 patients hémophiles l'année en décès, mais nous on est encore à une cinquantaine de diagnostiqués. Donc il y a un vrai gap de plus de 9 000 patients qu'on doit diagnostiquer. Donc d'où cet appel. Donc quand on a des cas suspects, nous sommes là au Clinique Universelle des Cliniques, on va donner nos contacts pour nous contacter pour que nous puissions poser les diagnostics et assurer la prise en charge de cette maladie. Déjà, vous pouvez profiter par la même occasion de donner vos différents contacts. Voilà, j'ai un seul numéro qui est opérationnel, c'est un numéro appel et puis WhatsApp, c'est le 081 67 47 777. Pour ceux qui sont en dehors du pays, plus 243 81 67 47 777. Je suis Dr Getz Koundabi, je suis pédiatre au Clinique Universelle de Kinshasa dans les services d'hémato-oncologie pédiatrique. Donc vous pouvez nous contacter avec ces numéros, nous sommes joignables 24h/24 par appel ou mieux par message, nous sommes toujours disponibles. Merci. Merci beaucoup Dr Koundabi. Voilà l'occasion de comprendre en fait de cette maladie hémophilie. Donc vous avez pu comprendre de manière générale comment reconnaître cette maladie à travers les différents signes. S'il vous plaît, vous la maman, les différents parents qui nous ont suivis, si vous détectez, vous voyez toute cette symptomatologie, prière de contacter le docteur. Je pense qu'il sera là pour vous donner, trouver une solution le plus rapidement possible. Et du reste, nous vous souhaitons de bonnes choses. Merci beaucoup, docteur. Ok, merci, c'est moi qui vous remercie.